Horacio Arruda est encore dans le pétrin. Écoute, Simon, après les multiples mésaventures, et là, je parle pas de son excursion hors piste avec C'est son très bien. Jetta, mais je, je Ouais. parle, parce que tout le monde a vu les images, c'est quand même assez particulier. Mais je parle de communication ou de choses qui sont rendues publiques et qui s'apparentent à être contradictoires. On ne fera pas la nomenclature de long en large de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. Les gens connaissent les exemples. J'ai dit que qu'on ne fermait pas telle affaire. Finalement, c'est le politique. C'est-tu le politique, c'est la santé publique. Et puis là, on est dans cette espèce de jeu de va-et-vient où la politique se cache derrière la santé publique en disant c'est pas nous, c'est des recommandations. Et la santé publique se cache derrière le politique en disant ben là, écoutez, cette décision-là, elle est politique, c'est pas nous. Nous, on a recommandé que les politiciens ont décidé de faire autrement, puis il faut comprendre que. Et là, c'est un peu ça. Dans l'histoire qui nous intéresse des derniers temps, donc l'histoire de l'arsenic à Rouyn-Noranda, euh, il y a un rapport qui est sorti. Je pense qu'on peut le consulter sur Internet. Mhm. Je le présente aux gens. Je pense que c'est celui-là, sur l'étude, la biosurveillance. Oui. Et bon, en gros, ça parle en gros de l'état de santé de la population de Rouyn-Noranda en lien, entre autres, avec le cancer et les facteurs là, environnementaux. Bon, bref, on parle de beaucoup de choses là-dedans. Les gens qui veulent le voir peuvent le consulter sur Internet assez facilement. Je pense on peut obtenir ça sur cisss.gouv.qc.ca. En gros, Ouais. vous pouvez retrouver pas mal tout ce que vous voulez là-dedans. Et là, ben, il manque un peu une donnée dans tout. Il manquait des données dans ce qui avait été présenté. Et là, on dit c'est le docteur Arruda c'était Radio-Canada qui titrait ça comme ça. Je le partage à l'écran. Radio-Canada qui nous sort la semaine passée ou il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne, la semaine passée, Horacio Arruda a empêché la diffusion de données sur le cancer à Rouyn-Noranda. Et là, bon, tout le monde se dit, bon, c'est quoi encore cette affaire-là? Et puis là, quand tu lis dans les articles, il y a toute une espèce d'histoire sur ah, mais il n'était pas là en tant que gars de la santé publique, il était là en tant que conseiller du sous-ministre de je sais pas quoi. Et là, eux disent que c'est pas vrai. La santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue semble dire un peu le contraire. Donc, eux disent qu'ils ne confirment pas les propos du docteur Arruda, qu'il n'y avait pas de consensus à l'effet que les trucs qui étaient retirés du rapport étaient faits de manière conjointe entre le directeur de la BTB-Témiscamingue et Horacio Arruda. Ben, d'ailleurs, on va l'écouter, puis je vais te laisser commenter après la situation. On a une espèce de petit extrait de reportage qui a été mis par quelqu'un sur TikTok où on entend le docteur Arruda parler de cette histoire-là. Horacio Arruda a brisé le silence pour la première fois depuis que la controverse a éclaté il y a quelques jours concernant cette annexe contenant des données sur le cancer à Rouyn-Noranda qui a été retirée d'une étude de biosurveillance de 2019. J'ai l'impression qu'on monte en épingle la situation, puis je veux pas accuser les choses. Hein. J'ai pas caché de l'information à la population. La directrice de santé publique puis moi, on s'est entendu qu'on publierait l'information haute. Et puis deuxièmement, on a pris action. Fait que je suis quelqu'un qui s'excuse facilement, mais ici, là, je considère pas que j'ai commis de faute par rapport à ça. Je pense que d'avoir laissé l'annexis sans une analyse plus poussée au moment où on a sorti le résultat de biosurveillance aurait généré probablement encore plus d'inquiétude et aurait défocusé l'enjeu de communication autour des enfants et de leur exposition actuelle et non pas les choses passées associées à la cigarette ou autre dans les données. Parce que vous savez, là, souvent, là, c'est pour voir les effets d'une exposition, ça prend 70 ans. On les calcule sur 70 ans. C'est important de calculer adéquatement ces données-là avant de rentrer à faire une communication publique. Donc, il dit qu'il n'a pas caché de l'information, mais en même temps, il confirme un peu que oui, parce qu'il dit ouais, c'est parce que ces informations-là qu'il y avait dans l'annexe 6 du rapport, ça aurait rendu les gens inquiets, puis il ne fallait pas qu'ils soient inquiets.
Ou Ouais, ouais. c'est un Ouais, peu ben, c'est spécial, là. c'est ça. Au niveau des apparences, c'est un peu une catastrophe parce que juste pour remettre dans le contexte, c'est ça le rapport que tu as présenté à l'écran il y a quelques minutes. Ça, c'est celui qui est sorti le mois dernier qui disait que dans le coin de Rouyn-Noranda, il y avait vraiment une plus forte incidence de maladies pulmonaires, de maladies pulmonaires, de cancer du poumon, puis une naissance de faible poids aussi, des bébés qui viennent au monde puis pèsent en moins, là, en gros, là. Mhm. Et ça, c'était en mai, ben, le mois passé. Et là, on apprend la semaine dernière qu'en 2019, ce à quoi il fait référence, c'était l'annexis d'un rapport qui avait des données portant là-dessus, qui a été retiré. Fait que là, déjà que la population locale, depuis un mois, puis c'était déjà les préoccupations qu'il y avait auparavant, parce que comme une fonderie dans le secteur de la fonderie Horn, puis bon, il y avait déjà des préoccupations qui étaient bien antérieures à ça, mais là, il y a comme un rapport qui sort le mois dernier qui dit, bon, effectivement, il y a des incidences de maladies pulmonaires, de cancer du poumon plus importantes. Et là, en plus, tu apprends quelques semaines après, ben là, il y a des données qui auraient pu sortir dans un rapport en 2019 qui ont été retirées à la demande du docteur Arruda. Puis là, maintenant, fait que là, imagine-toi au niveau de l'apparence, ça paraît mal parce que ce qu'il dit en soi quand il dit bon, il y aurait des études, parce que lui, en gros, il dit, c'est ça, il dit, ça aurait pris des études un peu plus poussées sur cet aspect-là pour pas alarmer inutilement la population, surtout que le rapport de 2019 portait davantage sur les enfants. On voulait pas dénaturer les données avec davantage de données sur les adultes. Tu dis, bon, c'est peut-être vrai, mais en soi, tu dis, mais pourquoi qu'il n'aurait pas pu laisser l'annexis dans le rapport puis mettre ce qu'on appelle en anglais un disclaimer, c'est juste mettre un avertissement de dire, bon, voyez, ces Mhm. données-là, on vient de mettre la main sur ces données-là. Ces données-là ressortent de nos études récentes, mais il faut les remettre dans leur perspective. Plus de recherches sont requises, blablabla. Déjà, ça, au niveau de l'apparence, ça aurait fait une bonne différence. Ou encore simplement des publier dans un rapport distinct en quelque part, puis de pas. Parce que ces données-là devaient être présentées à la population en même temps que le rapport 2019. Là, Arruda dit que non, on les a pas cachés, puis il aurait sans doute été accessible d'une certaine façon, peut-être, je sais pas moi, d'une sorte de demande de l'accès à l'information. Encore faut-il que tu saches ce quoi tu demandes. Puis on a vu un peu, Thomas Gerbet ces derniers mois nous a montré un peu ça donnait quoi. Souvent, les résultats de ces demandes d'accès à l'information avec des pages cavardaient en grandeur ou Ouais, des c'est ça. ou des réponses un peu bidons qu'on dit qu'il faut protéger l'économie ou je sais pas trop quoi. Fait que tu dis, bon, fait que Arruda en tant que tel, est-ce qu'il y a de quoi à se reprocher? Est-ce que c'est convaincant ce qu'il dit? Ce sera à nos auditeurs d'en juger. Mais en quelque part, ça ramène à l'enjeu encore de la transparence, comme on l'a vu pendant la pandémie. Malheureusement, la transparence, ça ne fait pas partie de la culture politique québécoise, à tout le moins des dernières années. Je ne sais pas Ouais. avant, là, mais à tout le moins des dernières années, tu te dis, mais pourquoi que ça n'a pas été rendu accessible plus facilement, encore une fois, avec un avertissement, regarder l'annexis, mettre ça ailleurs? Parce que d'un côté, on a Arruda qui dit une chose, tu as la santé publique locale qui le contredit, tu as le politique qui dit non, on n'a pas donné d'instruction à Arruda là-dessus en 2019. Qui dit vrai là-dedans? Je doute qu'on va le savoir un jour, parce qu'encore une fois, on l'a vu, tu l'as dit en ouverture, pendant la pandémie, le Arruda qui dit ah non, moi en fait, plutôt le premier ministre qui dit on ferme telle chose à la recommandation de la santé publique. Je pense au restaurant à l'automne 2020. Finalement, Arruda n'avait pas recommandé ça à ce moment-là. Qui dit vrai là-dedans? Je pense pas qu'on va le savoir un jour, honnêtement, mais un peu comme Yann mentionnait récemment dans un podcast avec toi, c'est parce que c'est la confiance en nos institutions qui finit par en souffrir. Puis c'est ça qui est le plus déplorable là-dedans, là. Ouais, absolument. Puis, à quelque part là-dedans, tu sais, il y a un dicton québécois qu'on dit est mélangé dans ses menteries, là. Mm. Mais c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, un dit une chose, l'autre dit une autre affaire, la version se modifie. Oh, ben, t'as peu, c'est que quand tu essaies de cacher des choses, peu importe que les motifs soient honorables ou pas, tu sais, moi je la comprends, là, la justification. Il y a des données qui existent, on n'est pas sûr qu'elles sont probantes. Si on les met publiques, ça peut créer une genre d'hystérie, ça peut amener des gens à poser X, Y gestes. Bon, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on le fait en mettant un disclaimer dans le truc disant que, bon, c'est interprété avec parcimonie ou pas, tu sais? Là, la question se pose, mais après, c'est que quand ce choix-là de pas rendre de l'information publique n'est pas assumé, puis il est comme
mis dans la sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas nous, c'est le docteur Arruda. Docteur Arruda. Ah non, mais c'est pas moi, c'est que c'était d'un commun accord avec l'autre association de santé publique. Eux, non, c'est pas de notre faute, c'est docteur Arruda qui l'a demandé. Puis là, commande, veut pas trop commenter. Ça donne aussi, ce qui est drôle en plus, c'est que là, tous les journalistes sont là-dessus, parlent de ça, mais ne font jamais le lien que ce genre de gestion-là, un peu cacophonique, avec tout le monde qui est un peu en conflit d'intérêts de part et d'autre, si c'est ça pour ce dossier-là, pourquoi ne pas penser légitimement que ça n'a pas été le cas tout le long de la pandémie? Moi, c'est ce bout-là, c'est ce pas-là à franchir. Puis là, c'est cette espèce de tentation-là un peu que Arruda va être le genre d'agneau sacrificiel sur lequel on va faire peser toutes les mauvaises décisions de santé publique qui ont été prises. Et puis là, on va dire, ouais, mais à chaque fois que tu vas arriver avec une critique, finalement, ça va se terminer en disant, ouais, mais ça, c'est dans le temps d'Arruda. Tu sais. Ben, c'est ça, parce que ultimement, tu sais, comme dans la gestion de la pandémie, Legault l'a déjà dit que c'était lui le boss, mais en quelque part, oui, c'est aux politiques à trancher. Puis c'est correct, ça. C'est aux représentants élus par le peuple de trancher, surtout des décisions populationnelles importantes comme on a vécu. L'affaire, c'est que, puis oui, évidemment, d'écouter la science, d'écouter les experts, d'écouter aussi, tu sais, des gens de tous les secteurs de l'économie, ben, tous les secteurs de l'économie, de la société civile et tout ça, parce que pas juste, il y a plusieurs facteurs, puis c'est une question de balance des inconvénients quelque part dans ces choses-là, du moins ça devrait l'être. Mais c'est parce que c'est trop facile, effectivement, pour le politique de faire semblant qu'il a renoncé à sa prérogative, puis se cacher derrière un bouc émissaire, comme peut-être le docteur Arruda l'est ici. Je dis peut-être, parce qu'encore une fois, je doute qu'on va vraiment le savoir. C'est sûr que ça aiderait en quelque part si tout le monde disait la même affaire dans cette histoire-là là, par rapport à l'arsenic à Rouyn-Noranda, ce qui est manifestement pas le cas. Tu sais, quand tu disais se tromper dans leur menterie, ben, ce serait bon qu'ils se parlent tout avant. Tu sais. S'ils mentent, ce serait bon qu'ils se parlent tout avant. Là. Mais regarde, on le sait pas finalement, c'est ça. Puis non, ça aide pas davantage. Puis ça revient aussi, effectivement, tu dis comment ça se fait que les médias font pas le pas supplémentaire. Ben, c'est ça que je leur reproche, moi, depuis au moins les 2 dernières années, c'est que on va jamais plus loin. On va jamais plus loin que l'arbre, finalement. Tu as l'arbre, puis la forêt, on l'occulte, on y pense pas. Fait qu'on reste tout le temps sur la superficialité. Puis je suis pas en train de dire que c'est superficiel, là, l'enjeu là, de l'environnement puis de l'arsenic à Rouyn-Noranda. Loin de là. C'est juste que je dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus structurel, d'un peu plus poussé Ben, c'est là-dedans? ça. Puis, c'est ça. T'as un peu, moi, je trouve, tu as deux exemples qui sont frappants de ça. Celui-là, qui montre clairement que la santé publique, en tout cas des gens à l'intérieur de la santé publique, d'un, soit manque de coordination avec le gouvernement parce qu'ils ne sont pas capables finalement de convenir d'une action concertée. Un fait une affaire, l'autre fait le contraire. Ou en tout cas, il y a un manque de communication, puis il y a un manque flagrant de transparence. Ça, je pense que personne ne peut montrer le contraire. Là, on a un petit événement. Je comprends que pour les gens qui sont à Rouyn-Noranda, c'est pas petit, c'est important, mais à l'échelle du Québec, c'est quand même un événement moins important que la gestion de la pandémie. Mais là, c'est comme si tous les arguments que nous, on avait par rapport à la gestion pandémique, c'est bon pour ce cas-là, mais pas pour le reste. Un peu comme le gouvernement Trudeau, que l'on se rend compte que c'est un gouvernement d'incapables, incapable de dompter sa fonction publique pour qu'il soit efficace sur les services qu'ils ont à donner. Les gens font du camping dans les bureaux de passeport. Les aéroports, c'est le chaos total. Et là, les gens se disent, ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont pas bons, hein? Ils sont vraiment nuls. Puis là, les médias, c'est hey, quelle gang d'incompétents. Tout. Oui, mais quand c'était le temps de parler de la gestion du convoi, quand c'était le temps de parler de la gestion de la pandémie, des mandats de vaccination, tous ces trucs-là, on vous le disait que c'était des imbéciles puis des incompétents, mais tout le monde disait non, 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 ils font leur gros possible. Ben, c'est ça, c'est un peu comme s'il y avait une sorte d'exception pandémique, c'est dire non, non, c'est dire en gros, non, non, ils savent pas gérer grand-chose, ils sont pas trop bons, sauf dans le cadre de la pandémie. Tu te dis, ouais, peut-être pas. Ouais, c'est ça me satisfait pas vraiment comme tu sais, tu te dis, bon, OK, à peu près tout ce que touche le gouvernement se transforme en catastrophe. Les infrastructures, on a parlé il y a pas longtemps du pont Pierre-Laporte, on voit, tu sais, on a vu que, bon, il y a, ça aussi, c'est une autre affaire. Un qui inspecte une affaire, l'autre qui dit le contraire. Deux reportages en l'espace d'un an et demi qui disent, somme toute, à peu près le contraire sur l'état du pont. Mais c'est pas de la faute de personne, c'est tout est. Puis, finalement, non, non, c'est correct. Là, tu te dis, OK, mais pourquoi est-ce que vous pensez que, regardez le peu de sérieux avec lequel ce dossier-là est manœuvré,
Finalement, il suffit d'une sortie du premier ministre qui dise oh non, non, tout est correct, il est sécuritaire, puis le ministre des Transports qui dit c'est correct, on va changer, suspendre, pour que finalement le dossier meure dans l'œuf. Mais est-ce que vous pensez aux écoles, les hôpitaux, tout ce qui est géré par l'État, comment pouvez-vous penser que c'est différent de ce qu'on voit? Dans le fond, comme disait Bastia, il y a ce qu'on voit puis il y a ce qu'on voit pas. Mais imaginez ce que vous voyez que ça marche pas. Ce que vous voyez pas, pourquoi ça marcherait? Mais c'est la fameuse pointe de l'iceberg, hein, finalement. Et moi, ce qui me dépasse encore, c'est de dire, on blâme le mandataire, c'est-à-dire celui qui reçoit le mandat de plus haut. Tu sais, c'est sûr qu'Arruda avait quand même un gros poste à l'époque, le directeur national de santé publique, c'est pas anodin comme poste, mais tout de même, tu dis là, ici, on blâme Arruda. Dans le cas du plomb de Québec, on va blâmer, je sais pas, on va sûrement trouver un genre de sous-ministre obscur à un moment donné. Si jamais il y a vraiment un problème avec le pont, puis que ça devait, bon, on sait qu'il y a un problème, mais que ça devait se détériorer encore davantage, puis on ne souhaite pas une répétition de l'épisode du pont de la Concorde en 2006 à Laval, là, évidemment, mais si quelque chose de plus grave ou de plus inquiétant encore devait se produire, on va trouver un genre de sous-ministre à blâmer en quelque part dans l'appareil. On va trouver, je ne sais pas moi, un ingénieur qui est au ministère des Transports ou je ne sais trop, mais on ne va jamais plus loin, encore une fois, c'est-à-dire, oui, si par exemple, dans le cas d'Arruda, Arruda devrait avoir l'occasion de s'expliquer au-delà de par des vidéos là, sur Teams, là, comme il y a eu la semaine Ouais, dernière. ouais. Là, puis, je ne sais pas sous quel forum ça devrait se faire, mais il devrait avoir l'occasion de s'expliquer puis que la lumière puisse être faite là-dessus. S'il a bel et bien commis une faute, ben, il faudrait qu'il en soit imputable d'une certaine façon, à la hauteur de quelle sera la faute. Bon, ce serait à voir. Mais ultimement, le monde en haut, ceux qui ont permis ça, ceux qui ont permis au système de. Parce que c'est un problème de culture politique et de culture au niveau de la gouvernance, à tout le moins québécoise, je ne sais pas canadienne, mais mettons qu'on se concentre sur le Québec. Minimalement, au Québec, il y a un problème de transparence au niveau de la culture politique québécoise. Idem au niveau de la gouvernance. Fait que tu te dis, puis là, évidemment, ça dépasse que ce soit Legault, Dubé ou le ministre des Transports, là, Bonnardel. C'est sûr, il faudrait reculer un peu, mais à un moment donné, c'est parce que si on veut que les choses changent, il faudrait peut-être le faire, cet exercice-là, de se pencher, voir pourquoi ça fonctionne comme ça et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça fonctionne autrement. Il y aurait lieu de se questionner puis de voir qu'est-ce qui a permis qu'on en arrive là. Tu sais, la proximité qui est dénoncée par certains entre la santé publique et le politique, il faudrait retourner en arrière un peu puis voir qu'est-ce qui a permis ça. Tu sais, d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Et Ouais. s'il y a des gens à blâmer, ben pas juste blâmer celui qui reçoit son mandat finalement. Là. Ouais. Puis, tu sais, si on dit que la santé publique doit être indépendante, qu'est-ce qui est dans le dispositif de la loi? En quel honneur ou de l'appareil gouvernemental, en quel honneur que le directeur national de la santé publique est aussi un membre du ministère de la Santé? C'est ça qui ne fonctionne pas dans l'histoire. Là. Tu sais, c'est comme de dire, c'est comme de dire, ouais, Hydro-Québec, c'est indépendant du gouvernement, mais le PDG d'Hydro-Québec, il est vice-ministre de l'Énergie. Là, tu te dirais, Mm. ouais, c'est pas vraiment indépendant finalement. Tu sais, il n'y a aucune indépendance. C'est directement connecté dessus. Mais ça marcherait. Tout le monde convient que ça ne marche pas. Là. Il y a Non. quelque chose là-dedans parce qu'en réalité, tu ne peux pas être c'est quoi tu peux pas être juge et partie, c'est-à-dire que tu peux pas être quand tu es chargé c'est un des trucs que tu abordes dans ton texte justement sur ce sujet-là, c'est que quand il est question d'imputabilité, il faut que il y a personne qui est au-dessus de ça. Donc, tu peux pas avoir les deux chapeaux puis dire, ben, dans ce cas-là, j'étais représentant du ministre, puis dans l'autre cas, j'étais directeur de santé publique. Là. Tu sais, ça fonctionne pas là-dedans. Parce que les intérêts du politique puis les intérêts du sanitaire ou de la santé publique ou commune ne sont pas les mêmes, là, visiblement. Parce que le politique, lui, doit prendre en compte, bon, les intérêts économiques, aussi les pressions que font subir divers lobbies sur le gouvernement en disant, bon, ben, eux représentent l'entreprise, ben là, il faut que vous sachiez que si jamais vous changez telle norme, l'entreprise risque de fermer ou de réduire ses activités. C'est 400 ou 500 travailleurs qui dépendent de ça. Puis là, le politique lui fait la balance des inconvénients là-dedans, puis il dit, ouais, vu que les preuves sont pas vraiment probantes, puis à Québec, c'est la même chose avec l'histoire de la White Birch, qui est la papeterie, puis avec le port de Québec aussi, sur l'histoire des particules là, dans l'air. Là. Il y a une grosse histoire là-dedans, là, à Limoilou, là, sur la qualité de l'air.
le niveau de PM10 puis de PM2,5 dans l'air, les petites particules. Puis là, ben bon, c'est-tu prouvé ou pas que ça a des incidences sur la santé? C'est quoi les données? Tu sais, on est beaucoup dans l'hypothétique, mais tu ne veux pas non plus que ce soit le politique qui ait les deux mains là-dedans pour informer le public, parce que clairement, l'information, elle va être au minimum orientée, au mieux tripotée. Ben oui, puis juste d'un point de vue humain, comme ça, mettons dans le cas d'Arruda puis des données retirées du rapport en 2019, c'est que lui, il portait 2 chapeaux finalement. Il portait le chapeau du directeur national de santé publique, ainsi que celui de sous-ministre, je sais pas trop quoi, à la santé. Dans le fond, quand il a rencontré les gens là, de la fonderie Horn, peu de temps avant que les données sur l'arsenic soient retirées du rapport, ben là, il a comme expliqué à un moment donné dans, je sais pas trop sur quel média, qui disait: Ah oui, mais là, cette fois-là, j'étais là en tant que représentant du sous-ministre. Fait que tu dis, bon, puis on est tous humains. Je me dis, moi, si j'avais eu à être si j'avais été dans son rôle, dans ces deux rôles, tu te dis, OK, là, aujourd'hui, je rentre voir les gens de l'usine en tant que représentant de Lionel Carman. Mais quand je sors du site, j'enlève ce chapeau-là et je remets celui de directeur national. Tu sais, c'est Ben non, difficile, je regarde, trouve. je vais le partager aux gens parce que ça vaut la peine pour se faire une idée, là. On peut terminer là-dessus tranquillement, là. Mais regardez, vous avez l'organigramme du ministère de la Santé. Euh, je vous l'ouvre un petit peu plus. Là, on va le zoomer, là. Donc, ici, en haut de l'écran, on a le ministère, on a le ministre de la Santé, Christian Dubé. En dessous de lui, on a Marguerite Blais, qui est ministre des Aînés. Lionel Carman, les services sociaux. Il y a le cabinet du premier ministre qui arrive là-dedans via un gars qui s'appelle Jonathan Valois, dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Il y a la madame que Éric Kerr disait dans le temps qu'il était dans l'opposition, qui est juste bonne à aiguiser des crayons, madame Dominique Savoie. En dessous de ça, on a tout un étage de directeur général et directeur national de plein de patentes. Bon, le développement jeunesse, le ci et ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Horacio Arruda, sous-ministre adjoint, et Luc Boileau, directeur national de santé publique. Donc, selon l'organigramme même du ministère de la Santé, Horacio Arruda et Luc Boileau, le boss, c'est Dominique Savoie, le gars du cabinet du ministre, et Christian Dubé en dernière instance. Donc, d'aller dire aux gens, écoutez, si c'est pas vrai qu'ils modifient l'organigramme, mais je suis capable de lire un organigramme, c'est ce que ça veut dire. Si en haut de toi, il y a des noms, c'est que tu es redevable de ces gens-là dans la hiérarchie. Donc, quand cette personne-là ici, que ce soit Luc Boileau ou Horacio Arruda, prennent des décisions, ils sont connectés à qui? Là? Ils sont connectés à sous-ministre puis au ministre de la Santé. Après, vous allez nous dire, ouais, non, non, c'est des recommandations ou des décisions qui sont prises de manière indépendante. Non, non, il n'y a pas je veux dire, c'est bien beau dire qu'il y a une intention que ce soit indépendant puis que le ministre laisse faire puis il ne check pas trop, mais en dernière instance, en haut de la pyramide, c'est lui. Là. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, en soi, oui, tu sais, il y a plusieurs gens qui réclament, puis c'est une revendication. L'idée derrière ça m'apparaît tout à fait juste, c'est qu'ils veulent plus d'indépendance au niveau de la santé publique. Bon, tu viens de présenter l'organigramme, tu dis revoir l'organigramme, ça pourrait être bien, mais encore là, est-ce que ça garantirait réellement une plus grande indépendance? Tu mentionnais il y a quelques minutes quand tu as cité Bastia, il y a ce Absolument. qu'on voit, puis il y a ce qu'on voit pas. Mais en réalité, si le problème est plus profond que ça, que c'est la culture politique au Québec puis la manière de gouverner qui est problématique, on aura beau remettre l'organigramme sans dessus-dessous, ça ne garantira pas en soi une plus grande indépendance. Puis ce qui me préoccupe, je dirais aussi également, c'est que plusieurs de ces commentateurs-là sur les médias sociaux qui réclament, ça date d'il y a longtemps, ça date de beaucoup plus tôt dans la pandémie, de splitter, de diviser en deux le poste de directeur national de santé publique et de sous-ministre, qu'on ne devrait pas pouvoir porter les mêmes deux chapeaux. C'est que souvent, ces gens-là, à voir un peu comment ils commentent puis comment ils s'expriment sur la place publique, j'ai des doutes, moi, à savoir s'ils recherchent tant un directeur national de santé publique plus indépendant ou simplement un directeur national qui est davantage favorable à leur position, qui est, bon, on le sait tous un peu, plus de mesures restrictives, d'avoir peut-être confiné plus par le passé, des choses comme ça. Regarde, je ne veux pas me lancer dans un procès d'intention, mais je pense que c'est une question qui se pose, surtout qu'encore une fois, si la culture politique en arrière on se penche pas là-dessus. Puis je sais que c'est pas des choses qui se font en criant ciseaux, là. Mais il me semble qu'au lieu de faire une réflexion, parce qu'on est bon au Québec de revoir les structures, puis les entêtes des organismes, puis les entêtes de lettres des différents Ouais. ministères, mais concrètement, ça va donner quoi?
C'est un peu comme je mentionnais plus tôt. Moi, ce que je veux pas que le politique puisse faire un peu comme il est en train de faire en ce moment, ou comme il pourrait être en train de faire en ce moment, disons ça comme ça, puis qu'il a certainement fait plus tôt dans la pandémie, c'est de conserver sa prérogative juste de décision, de trancher. Jusque-là, ça va, mais de se cacher derrière des mandataires, des gens en dessous pour dire non, 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 mais c'est pas moi, c'est eux autres. Ça. Or, si on revoit l'organigramme puis qu'on enlève le titre de sous-ministre à Horacio Arruda puis aux autres, là, à Boileau, tout ça, est-ce que ça pourrait pas rendre davantage la tâche du politique de dire, ben, non, non, mais regardez comment on les a mis indépendants. Fait que ça, les décisions qui font pas votre affaire, c'est pas nous autres, c'est eux autres. Ça, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit là, si on est Mhm. pour se pencher sur toute cette patente-là. Ah Là. ouais, il ne faut pas être les idiots utiles de cette réforme-là qui pourrait être en apparence bénéfique, mais qui finalement amènerait peut-être encore plus d'obscurité là, dans le processus. Ouais, ben Ouais, c'est une réflexion, écoute, qui mérite quand même. Puis les événements nous forcent à l'avoir. Puis il vaudrait mieux l'avoir plus tôt que tard, à mon avis. absolument. Absolument. Fait que les gens qui veulent lire, parce que tu as écrit aussi un article sur ce qu'on vient de parler où toutes les références sont détaillées dedans. Vous pouvez avoir ça évidemment sur Patreon, comme c'est indiqué au bas de l'écran et sur la page privée sur Facebook. Donc, on se reparle, nous autres, mardi prochain.